Échiquier international, soyez les bienvenus. Ceuta, le jour d'après, de quoi est finalement le syndrome, cette enclave espagnole située au nord de l'Afrique? Pourquoi des milliers de jeunes Marocains affluent à la nage? 60 000 ont traversé la bordure ces derniers jours pour atteindre la portion espagnole située au Maroc, des traversées qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Et le Marzen, dans tout ceci, spectateur impuissant, cherche-t-il à instrumentaliser cette situation, voire être à la manœuvre? Le Premier ministre ibérique Pedro Sánchez est attendu sur place. Ce dernier fait face à un problème sans précédent avec un front intérieur compliqué et cette énième affaire Ceuta qui est source de tensions diplomatiques avec ses partenaires européens également. On revient à notre question initiale, de quoi Ceuta est le syndrome? On en parle, à tout de suite. Ceuta, ces derniers jours, les images sont impressionnantes. Hier encore vendredi, donc des jeunes Marocains continuaient à affluer à la nage vers l'enclave espagnole. Le maire président de l'enclave, Juan Jesus Vivas, estime que 60 000 personnes ont forcé les bordures, soit l'équivalent de 70% de la population locale. Le centre d'accueil géré par le gouvernement espagnol, où sont temporairement hébergés les migrants, est saturé. On continue d'en parler avec notre invité du jour, Bassem Laharej. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue, analyste en stratégie sécuritaire. Alors Bassem, Ceuta, on l'a vu, l'armée espagnole a été déployée, les campements de fortune ont été semés aux alentours, les forces de l'ordre se disent dépassées. Juan Jesus Vivas, le maire de l'enclave, déclare que Ceuta vit une urgence humanitaire et nationale sans précédent. Il annonce qu'il est également sous pression, lui et ses services. Pourquoi, première question, pourquoi cette situation arrive à ce moment, tout simplement, Bassem? Oui, c'est une question qui se pose légitimement, le timing de cette invasion migratoire. Je dirais, quand Ceuta pose effectivement question, et selon plusieurs analystes, on retrouve là une stratégie classique qui a déjà été utilisée par le Maroc par le passé, qui serait le chantage migratoire en réalité pour faire passer ses positions, pour envoyer des messages indirects à l'Espagne. Et donc, dans le contexte actuel, on peut également se poser la question dans le contexte du rapprochement effectivement entre l'Algérie et l'Espagne. On l'a vu dernièrement avec la visite du Premier ministre espagnol en Algérie qui est venu acter le retour d'une relation diplomatique classique entre les deux États après une période de tension. Et cette invasion migratoire qui vient tout de suite après pose effectivement question. Et donc pour beaucoup d'analystes, en réalité, le Maroc a ouvert les vannes pour laisser passer ces Marocains et un certain nombre de migrants subsahariens pour rentrer dans l'enclave espagnole pour envoyer un message à l'Espagne, un message d'avertissement. On peut faire, Bassem, avec ce qui se passe à Ceuta actuellement, le parallèle avec un premier épisode du genre survenu, c'était en 2021, en mai exactement, où 10 000 migrants avaient alors atteint Ceuta en 2 jours à cause d'un relâchement des contrôles de Rabat. Et là, Bassem, visiblement, il y aurait plus qu'un relâchement des contrôles du Marzen. On regarde et on revient tout de suite après. On le voit, Bassem, donc des jeunes qu'on ramène en camion et qu'on relâche dans la nature sous l'œil d'un policier marocain qui regarde la scène sans faire grand-chose. Rabat n'a toujours pas fait de déclaration officielle concernant cette situation. Mais lors d'une interview à une chaîne française, Nassal Bourita, le ministre des Affaires étrangères du Mersen, affirme que le but des Marocains de premier abord n'est pas de protéger les frontières espagnoles, sauf qu'avec le document qu'on vient de voir, Bassem, il y a plus qu'une absence de devoir, il y a surtout un encouragement du Marzen, visiblement. Effectivement, on ne peut pas imaginer que 60 000 personnes traversent les frontières entre le Maroc
et l'Espagne. Donc, pour entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta sans une certaine complicité ou complaisance, en tout cas, des services de sécurité marocains qui sont omniprésents dans le pays et qui sont très efficaces quand ils le souhaitent l'être. Donc là, en réalité, ça envoie un message politique. Et le parallèle que vous avez fait avec 2021 est effectivement très pertinent parce qu'il faut rappeler qu'en 2021, quelques semaines, en tout cas avant cette action, le Maroc avait reproché à l'Espagne d'avoir accueilli sur son territoire Brahim Rali, le président de la RASD et le chef du Polisario. Et donc, pour beaucoup d'observateurs à l'époque, c'était comme un message d'avertissement et donc de sanction vis-à-vis de l'Espagne d'avoir accueilli le responsable du Polisario sur son territoire. Et donc, aujourd'hui, on retrouve à peu près le même scénario, même s'il y a d'autres éléments en réalité qui entrent en jeu. Il y a la question effectivement de cette pression sur l'Espagne par rapport à sa politique étrangère. Il ne faut pas oublier également que le Maroc revendique l'appartenance et la souveraineté sur Ceuta et Melilla, ce qui pose également problème avec l'Espagne. Et donc, on voit que l'utilisation de ces vagues migratoires vise plusieurs buts, à la fois de politique interne, mais également de politique internationale et des buts géopolitiques dans la région. Et comme vous l'avez soulevé, les images que vous avez montrées viennent confirmer effectivement cette complaisance, en tout cas des autorités, pour laisser passer des vagues de migrants, pour accentuer la pression sur l'Espagne et pour obtenir des contreparties. Effectivement, Bassem, vous avez soulevé l'autre point commun avec 2021. On l'a dit, 10 000 migrants avaient atteint Ceuta en 2 jours. À l'époque, je le dis pour les téléspectateurs. Donc, Madrid avait accueilli Brahim Rali, le chef du Front du Polisario, qui était soigné à cause d'un Covid. Mais cette fois, la situation est d'une autre ampleur. Sanchez parle, lui, le Premier ministre, d'une situation d'une gravité exceptionnelle. L'Espagne, on le rappelle, a été champion du monde de football. C'est vrai qu'il y a un contexte qui est en train au niveau de la géopolitique internationale, qui est en train de plus en plus s'accentuer sur l'Espagne. Est-ce que ce qui dérange, on voit que le Maroc ne s'encombre plus des normes juridiques internationales, il ne porte plus plainte au niveau des juridictions internationales, mais prend les devants avec une forme on va dire, de diplomatie un peu sauvage, passez-moi l'expression. Oui, non, c'est comme on l'a dit, c'est le chantage à la migration. Donc, c'est un outil de pression extrêmement important vis-à-vis de l'Espagne, mais de manière plus globale vis-à-vis de l'Europe, parce que c'est une question qui est devenue aujourd'hui centrale et qui fait la une des médias, cette question des migrations. Et donc, lorsque le Maroc ouvre les vannes vis-à-vis de Ceuta, c'est toute l'Europe en réalité qui est bouleversée. On a vu toutes les positions européennes, et certains responsables européens qui ont eu des propos assez durs vis-à-vis du Premier ministre espagnol. Et on voit qu'à travers cette opération, finalement, opération marocaine, directe ou indirecte, c'est toute l'Europe qui exerce une forte pression sur l'Espagne, qui est accusée de laxisme, notamment dernièrement à travers sa dernière loi qui visait à régulariser 500 000 personnes qui se trouvaient d'une manière irrégulière sur le territoire espagnol. Et donc, c'est une nouvelle manière de faire pression également sur l'Espagne. Alors, encore un mot sur le contexte un peu juridique espagnol. C'est vrai que cette séquence de Ceuta intervient après un arrêté rendu le 8 juillet dernier par le tribunal suprême espagnol qui fait jurisprudence concernant une disposition de loi sur les étrangers applicable uniquement aux enclaves de Ceuta et Melilla. Pour simplifier, les migrants ayant forcé une clôture physique seraient renvoyés à chaud, alors que ceux arrivés à la nage feraient l'objet d'une procédure plus longue et offrant davantage de garanties. Mais au-delà, Bassem, on aurait dû poser la question dès le départ. Qu'est-ce que ça raconte, tous ces jeunes qui risquent leur vie, ces milliers de Marocains, des jeunes surtout qui risquent leur vie pour atteindre justement cette portion espagnole au nord de l'Afrique? Qu'est-ce que ça dit sur la situation économique ou le contexte économique du régime marocain? Oui, ces images, on voit des milliers de personnes qui tentent de franchir la frontière entre l'Espagne et le Maroc, est très révélatrice, effectivement. Elle pose une question fondamentale, notamment sur la situation sociale
au Maroc et les difficultés qu'une grande partie de la jeunesse marocaine subit quotidiennement. Et l'extrême précarité dans un certain nombre de personnes se trouve et qui les force finalement à risquer leur vie pour traverser cette frontière, même en famille. Et ça pose une véritable question fondamentale sur la situation sociale au Maroc qui vient contredire un petit peu, je dirais, l'image véhiculée de manière générale en Occident d'un Maroc qui serait totalement stable et en plein développement. Il y a une chose aussi qu'on aurait dû préciser, Bassem. Alors l'extrême droite européenne parle d'une crise migratoire sans précédent, mais Ceuta, enfin on l'a dit au départ, Ceuta se situe au Maroc, comme Melilla. Ceuta et Melilla, ce n'est pas l'Europe géographiquement, cela se situe donc au nord de l'Afrique, au Maroc. On a vu des images au sein des médias européens qui tournent en boucle, des titres alarmistes. On a parlé d'invasion en Occident, de vagues migratoires. À force d'être répétées, ces images ont imposé une idée fausse et simpliste, c'est-à-dire atteindre Ceuta, c'est par conséquent atteindre l'Europe. Ce n'est pas du tout vrai, Bassem, il faut le dire. Effectivement, et c'est quelque chose qui est instrumentalisé par l'extrême droite européenne, effectivement, pour utiliser en tout cas cette question migratoire à des fins politiciennes sur le plan local européen. On voit la majorité des partis d'extrême droite ont déjà commencé à avoir un discours extrêmement alarmiste en parlant d'invasion migratoire qui menace l'Europe. Il y a même le président américain qui a eu des déclarations allant dans le même sens, où il a instrumentalisé en réalité cette situation, d'abord pour tacler l'Espagne par rapport à ses positions, que ce soit par rapport à Gaza ou par rapport au conflit avec l'Iran actuellement, où l'Espagne avait des positions qui étaient en totale contradiction et en totale opposition par rapport aux États-Unis. Et donc, c'est une manière de se venger également de l'Espagne par rapport à ça. Mais effectivement, c'est une question qui est aujourd'hui largement instrumentalisée par une partie des partis politiques européens, et notamment l'extrême droite qui utilise la carte migratoire pour engranger des voix, surtout qu'on est dans un contexte électoral dans plusieurs pays. Et cette question revient souvent au devant de la scène, et il y a un amalgame effectivement qui est créé entre la situation à Ceuta qui se trouve en Afrique et la réalité en Europe. Madrid, historiquement et politiquement, a toujours considéré que Ceuta et Melilla ne sont pas des vestiges de la colonisation moderne, mais des parties anciennes du territoire espagnol. Sauf erreur de ma part, Bassem, Rabat ne les a jamais revendiqués, contrairement à d'autres espaces. Mais Rabat utilise Ceuta et Melilla non pas comme des territoires à reconquérir, ou en tout cas, pardonnez-moi, à récupérer, mais surtout des leviers de pression, comme vous l'avez dit. Finalement, Ceuta n'est pas, serait plus un théâtre pour Rabat, disons les choses directement. Oui, comme vous venez de le dire, Ceuta et Melilla sont contrôlés par l'Espagne, d'ailleurs, et même historiquement, avant la création du royaume marocain dans sa forme moderne. Donc la question de la colonisation se pose différemment par rapport à ces territoires comparés à d'autres territoires africains qui étaient colonisés, effectivement. Et le Maroc instrumentalise effectivement cette carte pour faire pression d'abord sur l'Espagne, mais indirectement sur l'Europe pour faire avancer ses positions diplomatiques sur le plan international. On a vu que cette question migratoire, et notamment vis-à-vis de Ceuta et Melilla, est régulièrement utilisée pour faire pression sur l'Espagne et l'Europe concernant le territoire non autonome du Sahara occidental. Donc tout le conflit du Sahara occidental parfois trouve aussi une illustration dans les tensions qu'on peut trouver aujourd'hui à Ceuta. Il ne faut pas oublier que le gouvernement espagnol a annoncé l'adoption d'une loi qui accorde la nationalité espagnole aux Sahraouis qui vivaient dans ce territoire avant le départ des Espagnols. Et ça pose problème juridiquement par rapport aux prétentions marocaines, dans le sens où le fait d'accorder la nationalité à des citoyens sahraouis qui se trouvaient sur ce territoire lors de l'occupation espagnole vient confirmer que l'identité sahraoui est juridiquement distincte de l'identité marocaine, ce qui vient remettre en cause tout le narratif véhiculé par les autorités marocaines depuis très longtemps. C'est le journal britannique The Telegraph qui a recueilli des informations de la part des services de renseignement occidentaux et qui le dit, il est affirmatif, enfin le journaliste en question est affirmatif, qui dit que
cette affaire de Ceuta, on va l'appeler comme ça, est instrumentalisée par le Marzen justement pour faire pression non seulement sur l'Espagne, mais surtout contre Pedro Sanchez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pratiquement admis que c'est Sanchez qui est visé par rapport à cette pression migratoire. Je le dis ça pour les téléspectateurs, s'ils veulent aller justement vérifier l'article du Telegraph qui est apparu hier. Effectivement, en ouvrant les vannes migratoires dans ce contexte particulier, c'est une pression directe contre le Premier ministre espagnol qui voit toute sa politique remise en cause. Et donc, ça crée déjà une importante pression sur lui sur le plan interne. On le voit aujourd'hui, elle est énormément critiquée par une partie de la classe politique espagnole, notamment la droite espagnole, sans oublier les partenaires européens. On a vu la première ministre italienne qui a demandé carrément la suspension de la libre circulation entre l'Espagne et l'Italie et l'Europe de manière plus générale en raison de la situation à Ceuta, de crainte de voir des vagues migratoires arriver directement sur le continent européen. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, effectivement, pose véritablement problème par rapport à la politique de Pedro Sanchez. Il ne faut pas oublier que Pedro Sanchez également a rendu visite dernièrement à l'Algérie, donc ça peut être également une raison de plus qui pourrait expliquer cette pression. Donc, ça serait une sorte d'avertissement qui est envoyé au Premier ministre espagnol pour l'informer que son rapprochement avec l'Algérie pourrait éventuellement poser problème pour le Maroc. Ben c'est bon, on le dit, hein, que le développement, c'est surtout la rencontre entre une jeunesse et ses représentants politiques. On ne peut s'empêcher de prendre un peu de hauteur, c'est-à-dire de voir ces enfants marocains, africains, maghrébins, au prix de leur vie, qui tentent de rejoindre l'oppresseur d'hier. C'est à peu près un schéma qu'on peut calquer sur pas mal de situations. C'est vrai particulièrement pour le Maroc. Est-ce qu'on pourrait, je force le trait, est-ce que le Maroc serait un paradis pour les touristes européens et un enfer pour sa jeunesse ? En tout cas, ce qui est certain, effectivement, pour les Européens aujourd'hui qui sont au Maroc, c'est un paradis. Maintenant, par rapport à la population marocaine, effectivement, il y a une partie de la population marocaine qui se sent totalement exclue du développement du pays. Ça pose véritablement un problème par rapport à la répartition de la richesse. Et on le voit, comme vous l'avez dit, à travers ces images qui parlent d'elles-mêmes. On n'a même pas besoin de les commenter. On voit des milliers de personnes, hommes, femmes, jeunes, qui risquent leur vie pour partir vers cet Eldorado rêvé qui serait l'Europe via Ceuta et qui vient révéler en réalité toute la détresse dans laquelle une partie de la jeunesse africains de manière générale, les Marocains en particulier, se trouvent aujourd'hui. Ils sont prêts à finalement à risquer leur vie pour pouvoir se rendre de l'autre côté. Comme vous l'avez dit, c'est l'ancien oppresseur. Donc ça pose également beaucoup de questions, notamment sur le plan philosophique par rapport à cette situation. On a un renversement finalement de vision et de philosophie. Cette affaire de Ceuta, on va l'appeler comme ça, met en tout cas une partie de l'Europe en alerte, la Finlande, le Danemark, l'Italie, qui demande que l'Espagne soit tout bonnement suspendue de l'espace Schengen. C'est impossible juridiquement car rien n'est prévu dans les textes allant dans ce sens. Par contre, on peut fermer les frontières entre États européens de façon ponctuelle quand il y a une menace quelconque, par exemple la menace terroriste. Et cela, bon, c'est un peu compliqué, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, la crise est là et elle émane d'une certaine Meloni qui critique l'Espagne. Depuis 2022, l'Italie, on le rappelle, a accordé environ 450 000 droits de travail à des étrangers, prévoit d'accueillir quelques 500 000 étrangers d'ici 2028. Ça étonne. Comment comprendre la posture ou la sortie du Premier ministre italien, en l'occurrence, face à la situation qui prévoit Ceuta ? Oui, c'est un message plutôt envoyé par rapport à son propre électorat. Il ne faut pas oublier que Meloni, c'est l'extrême droite italienne. Et donc, la question migratoire, c'est quelque chose qui parle directement à son propre électorat. Et donc, en prenant des positions fermes sur ces questions, et notamment en attaquant l'Espagne par rapport à ça et en demandant la suspension des accords Schengen vis-à-vis de l'Espagne, ça va dans le sens de réconforter, de sécuriser, je dirais, une partie de l'opinion publique qui lui est favorable, en tout cas, de son électorat traditionnel.
Et maintenant, par rapport à la fermeture des frontières, effectivement, comme vous l'avez soulevé, il y a des cas particuliers, notamment en cas de menace terroriste. Et en dehors de ça, les États peuvent également renforcer les contrôles au niveau des frontières. On l'a vu, par exemple, avec la France, qui a annoncé officiellement qu'elle allait renforcer les contrôles au niveau de ses frontières avec l'Espagne. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, en réalité, cette situation à Ceuta et Melilla concerne plutôt le continent africain, parce qu'il y a très peu de personnes qui vont pouvoir traverser l'Afrique pour aller vers l'Europe. Et d'ailleurs, une grande partie, la majorité en tout cas de ces migrants qui sont rentrés dans cette enclave espagnole sont déjà revenus au Maroc. Un mot surtout, et ça concerne le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui n'est pas en position de force politiquement parlant. Au début, on parlait de front intérieur un peu compliqué pour lui et son gouvernement. Son gouvernement est dos au mur. Sa femme, Begoña Gómez, est mise en examen pour corruption. Son frère est cité dans un scandale d'influence. On parlait des tensions avec Trump et les Américains sur l'OTAN et l'usage des bases américaines en Espagne. Ça concerne un peu le dossier iranien, mais pas que. 61% des opinions défavorables selon un sondage YouGov paru en mars dernier. Cette affaire de Ceuta ne pouvait pas mieux tomber pour les adversaires de Sanchez en tout cas. Effectivement, on le voit aujourd'hui que plusieurs personnes et États profitent de cette situation pour attaquer Pedro Sánchez et d'Espagne, de son gouvernement. Et on a vu, bon, sur le front interne, effectivement, il y a l'opposition classique qui profite de cette situation pour attaquer le Premier ministre espagnol. Et je dirais ça, c'est quelque chose qui est classique en matière de politique interne. Mais on a vu également d'autres États, que ce soit notamment européens, mais notamment les États-Unis, qui ont profité finalement de cette situation pour attaquer indirectement Chancel. Donc c'est une manière de se venger également des positions historiques que l'Espagne a eues sur un certain nombre de dossiers. Et on a vu que l'Espagne avait refusé l'utilisation de ses bases militaires par les Américains à l'occasion du conflit qui est toujours en cours en réalité par rapport contre l'Iran. Mais on a vu également hier le représentant d'Israël aux Nations Unies qui a profité également de cette situation pour attaquer l'Espagne dans une manière pour se venger en réalité des positions historiques de l'Espagne sur le dossier de Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien. Et donc le représentant d'Israël aux Nations Unies a critiqué indirectement les positions espagnoles et parlait même d'enclave coloniale en Afrique, donc une manière de soutenir les revendications marocaines sur ce territoire et de tacler l'Espagne par rapport à ses positions sur la situation à Gaza. Dernière question, Bassem Larraj, vous qui êtes analyste en stratégie sécuritaire, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette guerre asymétrique ambiante, est-ce que certains États peuvent utiliser l'immigration comme une arme ou un levier de pression sur d'autres pays? On sait que la Biélorussie l'a utilisé un peu en Europe, la Turquie à certains moments de son histoire. Aujourd'hui, est-ce que ça risque de devenir de plus en plus un levier entre les mains de certains pays? Oui, comme vous venez de le dire, effectivement, cette question migratoire devient un levier de pression entre les mains d'un certain nombre de pays qui utilisent cette carte pour essayer d'avancer leurs pions et leurs revendications. Et comme vous avez cité, la Biélorussie, la Turquie l'ont utilisé, le Maroc l'a utilisé également à plusieurs reprises. On a cité le cas de 2021 et aujourd'hui de manière encore plus flagrante. Et donc, c'est une manière d'accentuer la pression sur les partenaires potentiels pour leur faire passer des messages et finalement pour essayer d'obtenir un certain nombre de choses d'une manière qui est très discutable, je dirais. Parce qu'utiliser la carte migratoire et la détresse finalement des populations civiles pour faire avancer ces cartes, c'est quelque chose qui pose problème sur le plan éthique. Et ce sera le C'est mot une question effectivement qui est d'actualité et un certain nombre d'États l'utilisent d'une manière de plus en plus flagrante comme l'incident de Ceuta. Merci Bassem Larraj pour ce complément d'information. Vous étiez avec moi ce soir, vous êtes analyste en stratégie sécuritaire. Je vous dis un grand merci Bassem Larraj et à bientôt. Merci Karim pour ton invitation. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.